Salut, nous c'est Doua. Et Tom Elliott, parce qu'on trouve ça important de démêler les codes du numérique. On vous propose dans cette deuxième saison d'Empreinte numérique des sujets qui sont d'actualité et qui peuvent avoir des impacts importants. Ouais, comme l'intelligence artificielle, les algorithmes, puis l'environnement même. Ouais. On vous présente le balado Empreinte numérique. Tom, est-ce que des fois, là, tu trouves que les vidéos qui apparaissent sur ton timeline sont bizarres? OIA. Si vous voyez tous ma For You page TikTok, d'après moi, vous m'internez. Comme quoi, genre? Mais ce n'est que des folies. Je ne comprends pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Je comprends pas pourquoi je me suis ramassé là. Je comprends pas pourquoi on me traite comme ça. Mais tu sais que c'est ta faute parce que tu les regardes pareil. Mais non, mais je suis complètement diverti. Je suis absorbé. J'ai rien à faire. Une fois que c'est parti, je peux pas m'en sortir. Comme mon TikTok, c'est un trou noir sans fond. Et qu'est-ce que vous aimez pas recevoir qui est poussé par l'algorithme, par exemple? Quand tu likes une seule vidéo par accident, mais comme que t'aimes pas du tout, t'es juste comme qu'est-ce que c'est ça? Puis là, sans faire exprès, tu likes. Mais là, après ça, le reste, c'est toutes ces affaires-là. C'est instantané, hein. C'est fou. Genre, des fois, là, genre, j'ai une vidéo, je like, ah, ok, c'était un beau chien. Puis après ça, genre, j'ai 20 vidéos de chiens, puis je suis comme, hey, c'est beau, là. Je voulais pas en avoir 20. À cause de l'algorithme, il y a beaucoup de chances que je retombe sur, mettons, tu sais, le chat qui fait miaou, 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 miaou. Vous savez de quoi je parle? Non. Ah, j'adore ça. On est avec Jonathan Martineau, professeur à l'Université Concordia et co-auteur du livre Le Capital algorithmique. Qu'est-ce que tu penses de cette conversation qu'on a eue? On a informé sur comment c'est, mais il y a quand même aussi... C'est important de se poser la question puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe derrière l'algorithme. Et au-delà de la fonction première de l'algorithme qui est de nous faire des recommandations, que ce soit dans des publicités ou dans du contenu, il y a également une extraction d'informations, une extraction de données sur nos interactions avec l'algorithme, qui est utilisé pas nécessairement pour nous faire des recommandations à nous, mais pour construire des profils d'utilisateurs, des profils d'utilisatrices, qui peuvent ensuite devenir des choses qui sont monétisables. Donc, ils peuvent profiter à la compagnie qui a construit ces profils-là pour les vendre à d'autres, à des tiers, à des gens qui veulent en savoir plus sur vous ou sur le genre de personne que vous êtes, peut-être pas sur vous en particulier, mais sur le genre de comportement que vous avez, les genres de choses que vous aimez. Et là, ça sort un peu de notre contrôle. Est-ce que vous faites confiance que l'algorithme peut comprendre quel genre de personne vous êtes? Bien, à force de ce qu'on like et tout, souvent, on est poussé à liker les choses qui sont en lien avec notre opinion. Fait que je pense que l'algorithme peut comprendre assez facilement et assez vite que si tu likes quelque chose qui cite certains faits qui sont en lien avec ton opinion, ben il va savoir que cette personne-là pense de cette façon-là. Est-ce que c'est bon de toujours juste recevoir des choses qui vont en lien avec notre opinion? Non. Non, parce que ça développe pas ton esprit critique. Tu vas avoir que des vidéos en accord avec ce que tu penses. Alors lorsqu'on va amener un sujet controversé contre ton opinion, ben là, tu vas pas être vraiment capable de t'exprimer correctement sur le sujet. Est-ce que vous avez déjà entendu le terme « chambre d'écho » ? Non. C'est un peu ce phénomène-là, je pense. Souvent, on va engager ou on va liker ou on va aimer ou on va commenter sur des choses avec lesquelles on est plus familier, avec lesquelles on est d'accord. Hein, que ce soit des positions politiques ou même des goûts artistiques, des choses comme ça va dans tous les domaines. Et ce qu'on se rend compte au final, c'est que l'algorithme apprend que quand il te propose un contenu ou une idée ou un post ou une opinion qui va dans le sens de ce que tu penses déjà, il y a plus de chances de t'engager avec. D'un autre côté, ce que ça consolide, en fait, c'est ce qu'on appelle la chambre d'écho. Le concept, c'est que tes contacts peuvent avoir, même tes réseaux d'amis, par exemple, ou tes followers sur Instagram ou sur d'autres sites, peuvent avoir une panoplie, une diversité d'opinions, mais ce n'est pas nécessairement ceux-là que tu vas voir. Tu vas voir ceux qui sont plus susceptibles de t'engager. Donc, comme tu le soulevais, ça crée des problèmes sur le plan de l'information. À quelle information tu as accès, quelle information qui t'est présentée. Ça crée ce qu'on appelle aussi des billets de confirmation, où là, tu vas te mettre à interagir davantage avec l'information qui vient confirmer les opinions que tu as déjà. Donc, c'est pas idéal, disons, dans une société démocratique où la diversité des opinions est importante, où la conversation au débat public est importante, où c'est important, même si on n'est pas d'accord, d'être confronté à des opinions qui ne sont pas pareilles comme les nôtres. Puis, je sais pas si vous savez c'est quoi du clickbait? Oh. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous fâche? Est-ce que vous aimez ça, la culture du clickbait, puis d'attirer votre attention avec des titres qui sont gossants, là? Ben, honnêtement, moi, je trouve que c'est un peu une perte de temps de donner son temps à des gens qui font ça parce que clairement, ils te donnent aucun contenu. Ils font comme s'ils avaient quelque chose de gros à te dire, quelque chose d'important, alors que tu gaspilles des minutes de ta vie, en fait. Ouais, moi, je pense que du niveau utilisateur, c'est pas une très bonne chose, mais pour la personne qui fait du clickbait, c'est extrêmement intelligent parce que elle fait beaucoup de
profit dans le cas si jamais tu fais de l'argent là-dessus. Tu fais beaucoup de profit puis de views juste en n'ayant pas besoin nécessairement de produire une énorme vidéo puis juste du clickbait. C'est vraiment intelligent comme stratégie de marketing. L'algorithme cherche à créer de l'engagement, à créer le plus de temps et le plus d'informations que vous partagez dans votre interaction avec l'algorithme, le mieux que c'est pour l'algorithme. L'algorithme va retenir ce qui a retenu votre attention et va tenter de le reproduire. Une manière de créer l'engagement, vous l'avez bien vu, et toi, tu vois la technique derrière, la stratégie économique aussi, pour quelqu'un qui veut créer de l'engagement, générer des données dans l'interaction. Mais évidemment, les clickbait, c'est devenu une façon qui était au départ un petit peu marginale et ridicule, mais qui est devenue assez dominante, en fait, où on voit des sites sérieux même qui utilisent ces mécanismes-là. Je pense qu'à partir d'un certain moment, on s'entraîne aussi à reconnaître les clickbait, à moins cliquer pour rien. Je me fais tout le temps pogner. moi aussi, je me fais prendre à l'occasion sur certains. Est-ce que vous pensez que par rapport à la culture, l'algorithme, quand il propose de quelque chose, est-ce que vous pensez que ça a un impact sur notre culture ici? Qui est la musique. Ouais. L'industrie de la musique puis TikTok. Là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais l'impact que ça a eu, genre... En tout cas, moi, j'ai remarqué, mais genre les chansons qui sont virales puis top 1 maintenant des palmarès, c'est des chansons qui sont virales sur TikTok. Genre, c'est fou. Là. Est-ce que vous avez remarqué cet impact-là? Oui, ben c'est sûr que ça... On peut voir que ça a vraiment un gros impact. Un artiste peu connu, mais ça peut lui permettre d'augmenter sa popularité. Puis je pense que ça peut être une bonne chose, autant qu'une mauvaise, parce que ça peut rendre certaines personnes populaires alors que peut-être qu'ils ne méritent pas, mais ça, c'est à discuter aussi. C'est fou, c'est que ça peut propulser du jour au lendemain à cause des algorithmes. C'est quand même fou. Tu sais, par exemple, si moi, j'ai que des artistes américains, peut-être que je découvre moins d'artistes du Québec. Est-ce que vous pensez que ça a un impact là-dessus aussi? Ouais, je pense que si tu te mets à écouter de plus en plus de musique américaine, c'est clair que tu vas te détourner lentement de ce qui est ici. Puis je pense que ça pourrait créer comme un sentiment, ben comme ça peut faire comme si tu étais un peu moins attaché à l'endroit où... Sentiment d'appartenance. Ouais. Sur le plan de la musique et des contenus culturels, il y a quand même eu un changement majeur, là, historique, dans les 20 dernières années sur la façon dont les gens consomment la musique, la façon dont les gens consomment le cinéma aussi, ou la télé, les émissions de télé. Bien, ce qu'on se rend compte, c'est que d'une part, il y a certains dangers pour la culture. Il y a des dangers de standardisation du contenu ou des formats de contenu quand c'est seulement quelques compagnies ou quelques plateformes. Par exemple, en musique, il y a quoi? Il y a Apple Music et il y a Spotify. C'est pas mal les deux gros joueurs. Donc, à deux, ils sont capables de déterminer par l'algorithme quels sont les artistes qui percent pas. Évidemment, c'est des processus qui sont automatisés, mais ça peut créer quand même des enjeux sur le plan de la diversité des expressions culturelles, la diversité des styles de musique, des formats de contenu culturel. On se rend compte que les algorithmes ont tendance à uniformiser le contenu, à standardiser. Et tu soulevais la question de l'appartenance culturelle aussi. Effectivement, Spotify est suédois. Apple, c'est américain. Netflix, c'est américain. C'est surtout américain, ces compagnies-là. Donc, il y a un enjeu sur le plan de la diversité culturelle, la culture québécoise, par exemple, ici, à laquelle on est très attaché, le contenu francophone, par exemple, où là, c'est beaucoup plus difficile d'aller réguler. Hein, de faire un règlement, par exemple, pour une plateforme comme Apple Music, de leur dire, bien, vous devez avoir tant de contenu francophone dans vos offres, dans vos algorithmes. Apple n'en a rien à cirer, on s'entend. Donc, ça peut créer des problèmes aussi, là. Quel genre d'impact vous pensez que ça a eu sur votre attention, les algorithmes? Mettons, tu vois une vidéo, puis là, les 10 premières secondes sont plates. Ça vous prend combien de temps à faire comme, OK, je continue à regarder ou, bye? Comme 3 secondes. 3 secondes. Ben, environ, moi, ça me prend environ 2 minutes. OK. Fait que 2 minutes, 3 secondes, quand même. Tu sais, 3 secondes, c'est short, mais moi aussi, je pense que c'est ça. Là, genre, avec TikTok, c'est ça. Là, c'est les 4-5 premières secondes du vidéo doivent vous accrocher. Puis si les 4-5 premières secondes du vidéo sont pas pertinentes, ben on passe au prochain. Ça, c'est-tu compté dans les algorithmes? Oui, absolument. Ben, on le voit dans les 20 à 30 dernières années, il y a des études qui ont montré que le temps d'attention, en général, ça dépend des personnes tout le temps, ça dépend des âges, mais en général, rétrécit. Donc, toi, tu disais 3 secondes, puis tu passes au prochain. C'est symptomatique de ça, de ce changement-là. Il faut comprendre que quand on crée des technologies, souvent, une technologie, c'est faite pour extérioriser quelque chose qu'on a dans notre corps qu'on faisait avant. Les outils, c'est une extériorisation de notre squelette. Hein, le réseau électrique, c'est une extériorisation de notre système nerveux. La technologie, c'est une extériorisation de nos cerveaux, en fait. Puis quand on interagit avec des technologies, ça change nos cerveaux aussi à la longue. Ça change de la façon, sur le long terme, comment on est comme personne. Hein? Donc, on n'a pas les mêmes capacités mentales ou capacités d'attention que quelqu'un qui habitait ou qui vivait, par exemple, au 19e siècle, où c'était crayon-papier, est très, très différent.
Donc, nous, ce qu'on se rend compte avec les technologies et l'accélération de la diffusion des contenus, par exemple sur TikTok, ce que ça tend à faire, c'est créer un phénomène de réduction de la capacité d'attention. Donc, si on nous mettait, nous, ici, en compétition avec des gens du 19e siècle pour s'asseoir puis lire un livre puis pas cette année, c'est sûr qu'on perd. C'est la même chose pour des types de contenus. Ça va en s'accélérant. Ça va être combien dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas. Mais pour l'instant, c'est rendu ça. Faut que le crochet addictif soit déployé très, très tôt dans le contenu pour garder l'attention. Je t'amène complètement ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'un algorithme peut être biaisé? Est-ce que vous pensez qu'un algorithme peut être raciste, peut être homophobe? Est-ce que vous pensez que ça se peut, ça? Est-ce qu'un algorithme est automatiquement objectif ou pas? Je pense que ça dépend de ce que l'utilisateur regarde. Comme on a dit, ben, il peut voir nos points de vue, puis il peut dicter ce qu'on va aimer ou pas. Fait que je pense que il va devenir, dans un sens ou un autre, si la personne, l'utilisateur, est homophobe, malheureusement, mais il pourrait le devenir lui aussi. Je pense pas que c'est nécessairement par défaut. Je pense que c'est par rapport à l'utilisateur en tant que tel. Est-ce qu'il y a une façon de s'assurer que l'algorithme reste respectueux et équitable? Oui, mais de plus en plus, il y a des techniques qui ont été développées pour faire en sorte que certains algorithmes n'aillent pas dans certaines zones ou certaines directions, par exemple l'homophobie ou par exemple le racisme ou le sexisme. Et ça, il y a des processus d'entraînement d'algorithmes qui sont très, très précis, qui sont nécessaires pour en arriver là. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les algorithmes ont tendance à nous ressembler beaucoup, c'est-à-dire ressembler à la société qui les construit. Si les algorithmes, vous savez un peu, pour entraîner un algorithme, on doit lui donner le plus de données possible, données massives. Donc, les algorithmes vont sur Internet, par exemple, ChatGPT va sur Internet et lit tout ce qui a été écrit sur Internet et s'entraîne à formuler des réponses plausibles à nos prompts de cette façon-là à partir des données sur Internet. Bon, si sur Internet, vous allez être d'accord avec moi, il y a souvent du sexisme. Sur Internet, il y a souvent du racisme sur Internet. Il y a souvent d'autres formes de discrimination. ChatGPT, en étant entraîné par ces données-là, va reproduire la même chose. L'algorithme ne peut pas discerner. Il va reproduire les biais qu'il y a dans les données d'entraînement. Ça, c'est une contrainte technique, si on veut. Donc, ça crée des problèmes. Donc, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu qui est difficile à solutionner techniquement. Les gens qui programment des algorithmes voudraient bien faire des algorithmes qui sont capables d'être entraînés sans biais, mais c'est très difficile à faire. Il faut avoir recours à plus d'esprit critique par rapport aux algorithmes pour savoir que tant que la société est raciste, tant que la société est sexiste, il ne faut pas s'attendre à ce que les algorithmes règlent ces problèmes-là. Il faut s'attaquer à ces problèmes-là à la source, c'est-à-dire changer les rapports de pouvoir dans la société. Moi, j'ai une question aussi. Des fois, il se passe plein d'affaires dans le monde et on a accès à de l'information. Et des fois, par exemple, moi je pense à Instagram en ce moment qui va bloquer du contenu parce que c'est l'algorithme d'Instagram qui a été conditionné de cette façon. Ou genre je poste une story sur un certain sujet. Oui. Puis je me rends compte qu'il y a le tiers des vues versus une story que j'ai postée hier qui a atteint comme tous mes abonnés. Puis là, sur ce sujet-là, on dirait que l'algorithme a décidé que ça, non, le monde n'allait pas le voir puis il n'allait pas le propulser. Ça existe-tu? C'est un mythe, ça? Non, ça existe. Il y a des processus qu'on appelle la curation de contenu qui est développé. Ça s'est développé déjà à YouTube. Facebook avait développé des mécanismes comme ça. C'est pour entraîner les algorithmes, en fait, et pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contenu troublant ou violent. Des fois, c'est compliqué. Des fois, c'est très politique aussi. En fait, on aurait l'impression que c'est les algorithmes qui font la curation de contenu, mais ce n'est pas le cas. C'est souvent des gens qui sont des employés ou qui sont des sous-contractants des compagnies des algorithmes. Par exemple, Facebook va engager ce qu'on appelle les travailleurs du clic. Bien, c'est des gens qui passent leur journée devant l'ordinateur et ils cliquent sur du contenu pour dire à l'algorithme est-ce que c'est acceptable ou pas. Donc, est-ce que, Jonathan, tu aurais quelques petits trucs pour nous pour mieux travailler avec l'algorithme, avoir quelque chose de semblable à nous et d'agréable? Oui, je pense qu'entraîner son algorithme, la piste qu'on a explorée tantôt, c'est très important. Je pense que aussi, d'autre part, il faut vraiment sensibiliser, s'informer, s'éduquer à ce qui se passe à l'extérieur de cette relation-là qu'on a directement avec l'algorithme, avec l'interface. Les algorithmes ont des conséquences politiques, des conséquences sociales, culturelles, mais aussi environnementales. Okay. Mais moi, je pense que vraiment, pour régler les problèmes des algorithmes, il faut régler les problèmes de la société qui sont reflétés dans les algorithmes. Donc ça, c'est des solutions qui nécessitent des mouvements collectifs. On ne peut pas faire ça tout seul, assis chez nous individuellement. On n'a pas de prise, on n'a pas de contrôle. Il faut se parler. Il faut décider collectivement quelle sorte d'algorithme qu'on veut,
quelles sortes d'algorithmes qui sont bénéfiques ou qui sont développés pour le bien commun. Et ça, c'est des décisions collectives qu'il faut prendre. Et je pense que s'informer individuellement, c'est la première étape. C'est important que les gens, on vit dans une démocratie, c'est important qu'on s'en mêle, qu'on s'informe, qu'on fasse pression aussi sur les législateurs pour avoir des réglementations qui font en sorte que les algorithmes servent le bien commun, détruisent pas trop l'environnement, reproduisent pas le racisme, le sexisme et ce genre de choses-là. Donc, je pense qu'on a tous et toutes un rôle à jouer. Ouais, 100%. Puis se déconnecter aussi des fois. Je déconnecter, oui, absolument. Dépendre 100% des algorithmes et de nos réseaux sociaux juste pour notre santé mentale, notre bien-être, de juste comme apprendre à s'outiller différemment aussi, puis pas de dépendre que de ça. Là. Absolument. Puis privilégier des rencontres en personne, privilégier des moments aussi, des moments qu'on décide nous-mêmes avec notre agentivité de libérer de ces espaces. Et lire ton livre. Et lire mon livre, c'est une excellente idée, absolument. Vous, les trucs, en ayant entendu tout ça, là, c'est quoi les trucs que vous allez appliquer, mettons, pour mieux utiliser vos algorithmes? En fait, juste avoir la maturité de savoir déconnecter au bon moment, de comme pas se laisser tomber dans la dépendance ou l'addiction nécessairement, même c'est très facile parce que les algorithmes sont rendus tellement bons de nos jours, de vraiment juste avoir la petite pensée derrière, ça reste un algorithme, je peux me déconnecter, ça va rien me coûter. Hey, merci tellement. Ça fait plaisir, c'était super le fun. Merci à vous. Merci à toi. Merci à vous. Merci. Merci à la gang de l'école Honoré Mercier. Hey, c'est Blanche. Salut, c'est Yacine. Salut, c'est Isabelle. Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Chloé. Allô, c'est Julian. Allô, c'est Inès. Bonjour, c'est Moussoké. Empreinte numérique est une production de Printemps numérique. En collaboration avec Télé-Québec en classe. Et soutenue par le Secrétariat à la jeunesse du Québec.